Donc bienvenue à la 15e édition des Rendez-vous du Management. Alors on va essayer aujourd'hui de ne pas parler de crise. Vous savez, je l'ai dit une fois. On va essayer de ne pas parler de crise, mais néanmoins, il y a quelques éléments de la situation actuelle qu'il faut qu'on regarde, qu'il faut qu'on ait en tête, même si on se projette vers l'avant, il faut savoir quand même un peu de quoi est composé le terrain. Voilà. Ça, c'était pour vous mettre en joie et en fête pour la journée. Bon, quand on regarde quelques statistiques, il y a quand même des choses qui ne vont pas super bien. Le taux de dépression accompagné est passé de 21 à 36% entre décembre 2020 et mars 2021. Alors, ça touche plus particulièrement les jeunes. Donc nous, ça va, globalement. Et ça touche plus particulièrement les femmes. Et il y a quand même quelques jeunes femmes par ici. 32% des collaborateurs craignent le suicide de l'un de leurs collègues. 10% des collaborateurs craignent qu'un collaborateur agresse un autre collaborateur. C'est une réalité. Quand vous réfléchissez, vous dites, bah oui, c'est pas faux. Donc nous, on est 60 chez Quaternaire, il y en a 6 qui pensent qu'il y en a un qui va agresser un autre collaborateur. Alors certains d'entre vous disent, ouais, mais pas chez moi, pas chez moi. Alors c'est vrai que chez vous, c'est mieux que chez les autres. Il y a une dame, une prospecte, il y a 15 jours, qui me disait, ben non, pas chez moi, moi ça va. Moi, ça va. Bah oui, toi, ça va, mais les autres... Avec un sujet, quand même, c'est que les autres, on les a quand même un petit peu moins vus depuis 18 mois. Et savoir si ça va ou si ça va pas, on n'est pas toujours complètement sûr. Et puis, il y en a un autre dont on parle jamais, dans toutes les statistiques, c'est le dirigeant. Le dirigeant, lui, bon, on considère qu'il va bien, c'est son métier. C'est son métier. Mais le dirigeant, s'il n'a pas le moral, à un moment, ça va peser, quand même. Donc on a le droit de se poser la question de savoir si vous, si nous, les dirigeants, on est en forme et on a le droit de s'occuper de nous. J'en arrêterai avec les mauvaises nouvelles, mais globalement, il faut avoir ça en tête. C'est que globalement, dans les équipes, il s'est passé des choses, et d'ailleurs, on y reviendra tout à l'heure. Mais, qui dit mauvaise nouvelle, dit forcément bug avec la télécommande ou bonne nouvelle. Il y a un certain nombre de bonnes nouvelles. Si on revient... ne serait-ce que 12 mois en arrière, il y a une question qu'on avait tous sur les lèvres, c'est « mais l'économie va-t-elle repartir ?» L'économie est repartie. Le business va bien. Le business bat son plein. La prévision de croissance est de 6,3%. On a perdu 8 l'année dernière, mais la prévision de croissance est de 6,3%. Il y a même des endroits, un certain nombre d'entre vous le vivent, où on est en rupture d'appro, où on est en rupture de main-d'œuvre. Et puis, une petite pensée quand même pour quelques-uns d'entre vous qui sont pas toujours là. Le business ne va quand même pas bien pour tout le monde. Et on en connaît un ou deux pour lesquels c'est compliqué. Donc ça, c'est la première bonne nouvelle. Pour ceux qui étaient au Salon Global Industrie il y a 2 semaines, ça transpire l'innovation, ça transpire la volonté d'aller de l'avant, ça transpire la nouveauté, ça transpire le digital, ça transpire l'entreprise créatrice. Et c'est reparti. L'autre bonne nouvelle, on s'est rendu compte pendant la crise que les managers de proximité, c'est super important. Au fond, 100% des dirigeants disent aujourd'hui que pendant la crise, les managers de proximité ont très bien ou plutôt bien accompagné leurs équipes dans la crise. Il n'est pas étonnant qu'ils soient un petit peu fatigués. Parce que les stats qu'on a vus tout à l'heure, globalement, c'est 1,5 fois plus vrai chez les managers que chez les collaborateurs. Donc nous, ça fait 9 chez nous qui pensent qu'un collaborateur devrait en agresser un autre. La troisième bonne nouvelle, c'est l'utilité. Un certain nombre d'entreprises, pendant la crise, ont pris conscience de l'utilité de ce qu'elles faisaient pour la société. Dans certains secteurs d'activité, on s'est dit, mais on a absolument besoin d'eux. Et pour les collaborateurs, ça a été un élan de motivation et de sens considérable. Même l'image du banquier s'est améliorée. On n'y croyait plus. Et puis enfin, la transformation
la transformation digitale, mais ça avançait, mais là, ça fait un bond. Ça a fait un bond considérable. Donc, on a des bonnes nouvelles. Et globalement, il s'est passé plein de choses dans la société, un certain nombre de transformations qui vont impacter fortement ce qui va se passer ensuite. Alors, il y a 2 ans, on avait partagé ce qu'était devenu la société d'aujourd'hui, comment étaient les collaborateurs, comment étaient les managers. Il y a un certain nombre de choses, il n'y a absolument rien qu'à changer. Il faut toujours faire de la performance économique, il faut toujours faire de la satisfaction client, il faut toujours être le plus innovant pour ne pas se faire rattraper par les autres. Ça n'a absolument pas changé. La deuxième chose qui n'a pas changé, c'est qu'il y a toujours pénurie de main-d'œuvre et de talent sur le marché. Il y a 15% des industries et des services dont la croissance est freinée par le manque de ressources et 40% des entreprises du bâtiment. C'était un petit peu plus en 2018-2019, mais on est sur une configuration à peu près exacte. Ce qui n'a pas changé, c'est la fameuse génération Z. À la génération Z, de toute façon, il n'y a plus de lettres après. Donc, on restera coincé sur la génération Z. Et ce qu'on avait dit il y a 2 ans, c'est la génération Z, au fond, elle n'est que la version hyper exacerbée de ce qu'est la société, et en fait, tout ce qu'elle est transpire sur le reste de la société. Il faut que ça aille vite, il faut zapper, il faut qu'on acquiert très vite des compétences, il faut de l'innovation, il faut du bien-être, et moi, j'ai beau être génération Z, si pour tout ça, je pouvais être super bien payé, ça serait quand même pas mal. Et globalement, on est un peu tous en phase sur le sujet. Donc, on avait dit, bon, on est dans une société où l'expérience collaborateur doit être parfaite et l'expérience client doit être absolument parfaite. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Par contre, il y a des choses qui ont bougé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé ça, déjà. Alors, le fameux télétravail, non, c'est pas Duplo qui a remplacé Nintendo, c'est le fameux télétravail. Pour ceux qui étaient là au rendez-vous du management en 2009, c'était il y a 12 ans, on avait une illustration d'un dessinateur qui nous avait illustré « Je veux faire du travail un lieu de vie ». On disait, pour le bien des collaborateurs, il faut faire du travail un lieu de vie. Bon, en fait, aujourd'hui, c'est le lieu de vie qui est devenu un lieu de travail. Allez vous y retrouver. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La maison a repris le pouvoir sur le travail. Et le travail, qui était sacré parce que c'était à l'extérieur, parce qu'il y avait un bureau, parce qu'il y avait un chef, voilà, le travail, en fait... Le travail, c'est que ça, en fait. C'est papa qui est à la maison pendant qu'on joue au Lego. Donc le travail qui était une finalité en soi est encore plus devenu un moyen de vie. C'est un mouvement qui était déjà largement entamé, mais la crise a accéléré cette caractéristique de la société où le travail, somme toute, c'est un élément de la vie. Coupons la salle en 3. Et là, ce que je n'avais pas prévu, c'est qu'en fait, c'est impossible à faire. Mais coupons la salle en 3, on va dire un tiers, un tiers, un tiers. Alors, il y en a 2 tiers d'entre vous qui se disent qu'à l'issue de la crise, ils attacheront moins d'importance à leur travail. C'est les rangs jusqu'au 4e. Et il y en a un tiers d'entre vous qui disent qu'à l'issue de la crise, ils chercheront un travail qui a plus de sens. Vous n'êtes pas représentatif des 12 000 sondés par OpinionWay, mais dans vos équipes, il y a de fortes chances que ça soit représentatif. Au mois d'août, j'ai toujours une chance, c'est d'aller dans des aéroports, et quand vous allez dans un aéroport, vous allez au relais pour vous acheter votre magazine, et là, vous ne savez pas, mais vous allez avoir un regard, outre le fait que je rencontre Karine, vous allez avoir un regard fantastique sur la société. Parce que vous regardez la tête de gondole des journaux et vous voyez ça. Voilà, management, c'est envie d'ailleurs, à la campagne, à l'étranger, à son compte, seul, en couple, 50 pistes pour prendre un nouvel élan. Et tous les magazines sont pareils. Ça ne parle que de ça. Alors il y en a qui font un peu de surenchère. C'est vrai, ils vous font rêver. Changer de vie grâce à vos placements. Tout est possible, mais on est sur changer de vie. Je change de vie, j'ai envie d'ailleurs.
c'est le reflet de ce que c'est devenu aujourd'hui. C'est l'exacerbation de la remise en cause de son emploi et la quête inexorable de sens. Encore une fois, c'était déjà amorcé, mais là, on a pris un coup d'accélérateur. Alors, comme disait Raphaël Enthoven, il le disait bien mieux que moi, il disait la question du sens prend tout son sens. Vous vous doutez que ce n'est pas de moi. La question du sens prend tout son sens. Le travail doit avoir d'autant plus de sens qu'il n'est pas une finalité en soi. Mais c'est pas faux. C'est pas faux. Et qui va apporter le sens aux équipes ? C'est plus le leader politique, le leader religieux d'autrefois. C'est l'entreprise. C'est l'entreprise qui est attendue sur ce terrain-là. C'est l'entreprise qui est attendue pour donner du sens. Alors l'entreprise, là, pareil, ça a continué de s'accélérer. L'entreprise, elle est attendue un petit peu sur tous les terrains. Sa responsabilité ne cesse de s'élargir. Vous vous souvenez peut-être... Non, pardon, c'est pas celui-là. De ce monsieur. Qui est ce monsieur ? Il est super célèbre. C'est fou l'image qu'il a laissée, l'empreinte. Donc ce monsieur s'appelle Milton Friedman. Et Milton Friedman, c'est l'incarnation du capitalisme. Milton Friedman, c'est celui qui a décrit la responsabilité sociale, que la responsabilité sociale de l'entreprise est de faire du profit pour ses actionnaires. Et Milton, on va t'oublier Milton. Milton, voilà, tu n'es plus le messie. La responsabilité sociétale de l'entreprise, aujourd'hui, elle s'est élargie. Tout le monde l'a compris. Tout le monde est engagé dans une démarche RSE parce que l'a identifié comme une nécessité de compétitivité, voire comme une nécessité de survie. Même les investisseurs, aujourd'hui, parce qu'on me dit souvent, ouais, mais attends, il y a des investisseurs derrière des fonds de pension, ils s'en foutent de l'engagement. Même les investisseurs, aujourd'hui, sont prêts à renoncer à une part de profit au profit de plus d'engagement. Et pourquoi ? Parce que les souscripteurs eux-mêmes des investisseurs font pression sur les investisseurs pour s'engager dans des entreprises qui elles-mêmes s'engagent plus. C'est un moment assez historique du capitalisme quand même qu'on est en train de vivre. C'est pas une nouveauté, mais tout ce qu'on vient de vivre, là, largement accéléré. Alors, une fois qu'on a dit ça, entre les 32% qui craignent le suicide, les 10%, les entreprises qui sont dans la RSE, qui font en moyenne 9,2% de rendement en plus que les entreprises qui n'y sont pas, et par quel bout on va bien prendre ce truc ? Alors, il y a une dame qui n'est pas beaucoup plus célèbre que Milton, mais qui a plus de chance par son propos qu'on se souvienne d'elle. Cette dame, elle s'appelle Amy Edmondson, elle est professeure à Harvard. Et Amy, elle a écrit un ouvrage qui s'appelle The Fearless Organization, l'organisation sans crainte. Et elle y décrit ce qu'elle appelle la sécurité psychologique. Comment créer la sécurité psychologique chez les collaborateurs et chez les managers. Et elle l'a décrit comme une dimension émotionnelle qui est favorable à l'apprentissage, à l'innovation, à la créativité, à la croissance. Et elle nous dit, cette sécurité psychologique, en fait, c'est celle qui fait la différence entre les entreprises performantes et non performantes. Alors nous, à Harvard, on aime bien, mais on considère que c'est un peu la classe de rattrapage du management. Donc on a cherché à faire un peu mieux, puis surtout, on s'est dit, on va chercher à faire quelque chose qui est à notre griffe et qu'on pourra mémoriser un peu plus facilement. Donc nous, on dit, si on veut continuer à embarquer les collaborateurs, à donner de l'énergie, à faire de la performance de façon durable, il va falloir faire battre le cœur des dirigeants, dont on n'a pas beaucoup parlé dans les stats, et des collaborateurs. On dit c'est le cœur qu'il faut faire battre. 2, on dit il va falloir réellement se connecter au cerveau des collaborateurs. 3, il va falloir faire circuler le sang, et on reparlera de collectif. Et puis 4, on va quand même travailler un petit peu les muscles. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir du sens,
il faut aussi un peu d'effort. Alors, je reviens sur le cœur. Alors, bien entendu, quand on parle de faire battre le cœur des dirigeants et des collaborateurs, on parle de vision d'avenir, on parle de raison d'être, on parle d'exprimer l'utilité de l'entreprise. Et la raison d'être, c'est pas étonnant que dans les 10 dernières années, il y ait dû y avoir à peu près 500 bouquins, 4 millions d'articles qui parlent de la raison d'être. La raison d'être, c'est magique! Si je veux embarquer les collaborateurs, j'ai qu'à adopter une raison d'être. Adoptons une raison d'être. Adopteuneraisondêtre.com et je peux trouver une super raison d'être. Moi, je vais faire ça de façon participative, mais je vais trouver un truc super. Alors, dans adopter une raison d'être, il y a adopter. C'est-à-dire, le truc, je ne l'ai pas, je vais le chercher à l'extérieur, et ça va faire le job. Je caricature à peine. En fait, on vient chercher à l'extérieur quelque chose qui ne sort pas naturellement. Nous surveillons. Je viens chercher à l'extérieur quelque chose qui ne vient pas naturellement. Alors forcément, ça donne une promesse un peu trop promesse, quoi, quand même. Donc comme c'est un peu trop promesse, on dégrade un peu la promesse. Et comme on dégrade la promesse, ça devient un peu insipide. Et donc, ça n'embarque personne. Et il y a une chose qu'on oublie souvent, c'est que dans raison d'être, il y a être. Quand on dialogue avec un dirigeant sur sa raison d'être, en fait, on voit que le moment où le sourire vient, et c'est pareil avec un collaborateur, c'est le moment où on parle de l'ADN, des valeurs, de la singularité, de l'histoire, des modèles mentaux de l'entreprise, de ce que sont vraiment les personnes à l'intérieur de l'entreprise. C'est quand on révèle l'être qu'on attise la flamme. Alors pourquoi oublier cette identité, ces caractéristiques intrinsèques qui vivent naturellement chez chacun? Allons chercher à l'extérieur le supplément, mais surtout n'oublions pas qu'à l'intérieur, la raison d'être, elle existe souvent déjà, et évitons d'adopter une raison d'être. Alors, il y a la phrase qui pourrait avoir une consonance biblique, c'est « éclairez ce que vous ne voyez plus ». Et c'est de moi. « Éclairez ce que vous ne voyez plus ». Ayons en tête que la singularité fait déjà la fierté des collaborateurs. Ce qu'ils sont, leur identité, fait déjà leur fierté. Et qu'on n'a pas toujours besoin d'une cause qui n'existe pas. Alors, moi je suis collaborateur dans une entreprise qui est utile. Ouais, c'est super bien, ouais, mais est-ce que moi je suis utile en fait dans l'entreprise? Je suis dans une entreprise qui a une super raison d'être, mais en fait moi je fais un travail qui ne me sert à rien. Une enquête sur 12 000 personnes, il y en a 50% qui estiment que leur travail a un sens ou une importance quelconque. Ces 50% qui estiment que leur travail a une importance sont, tenez-vous bien, 1,4 fois plus engagés. On peut critiquer la statistique, mais il y a un peu de corrélation, je parle pour les spécialistes. Et surtout, ces personnes ont 3 fois moins de chances de quitter l'entreprise. Donc, le sens du travail de l'individu a une importance majeure. Alors, et pour travailler sur le sens, il ne suffit pas de travailler sur la raison d'être. Il va falloir travailler sur d'autres choses. C'est là qu'on va faire... il est partout. C'est là qu'on va faire le lien. Oui, vous verrez que souvent, quand on parle de tout ça, à un moment, il y en a un qui vous dit « Ouais, mais à la fin, combien ça rapporte ?» C'est 1000 tonnes sortent de ce corps. Comment je me sens? Si tu veux me donner du sens, demande-moi comment je me sens. N'oublie pas ça. Alors là la dite crise a laissé des traces. Il y a 68% des dirigeants qui disent aujourd'hui qu'après la crise, ils ont décidé de s'occuper plus fortement des soft skills qu'avant la crise. Il y a 42% des dirigeants qui affirment que revoir le management est un de leurs grands projets des mois et des années à venir. Quand on demande aux dirigeants quelles sont pour vous les priorités du management, ils nous répondent à 53% le climat social, à 50% le bien-être, à 49% l'équilibre de vie personnel-professionnel.
Quand on leur demande quelles sont vos attentes vis-à-vis des managers, ils répondent à 90% qu'ils motivent les collaborateurs, à 89% qu'ils organisent le travail. C'est au même niveau. Et quand on demande aux collaborateurs, vous, qu'est-ce que vous attendez demain de vos managers? Alors il y en a 51% qui disent qu'ils me motivent. Je veux qu'ils me motivent. Globalement, tout le monde s'accorde à dire la dimension émotionnelle et relationnelle va être la clé du management. Pas la seule clé, mais il y a un moment où il faut réellement s'y pencher. Comment veux-tu donner de l'utilité à mon travail si tu ne sais pas comment je me sens et comment je le perçois? Ensuite, alors certains, et je pense même un certain nombre d'entre nous, se sont dit, pendant la crise, moi au fond, quand je suis à la maison, je suis quand même vachement plus efficace. Hein. Voilà, je dépote à la maison, j'en fais des trucs. Et d'ailleurs, sachez que le télétravail est plus efficace en couple que seul. 77% disent que le travail est plus efficace en couple que seul. Ça n'a aucun intérêt, mais ça n'a absolument aucun intérêt. Le manque de collectif est probablement un des plus grands dangers de perte de créativité et de sens. 40% des collaborateurs disent que le lien social, les relations avec leurs collègues sont une source de bonheur au travail. Et pour les 18-24 ans, c'est 100%. Pour les 18-24 ans, c'est la source de bonheur au travail. La créativité, l'innovation ne peut venir que du collectif. Et quand ils parlent de bonheur au travail, ils parlent de sens. Ils disent eux-mêmes, moi ça me donne du sens. Moi, mes collègues, mes relations au travail, ça me donne du sens. Alors c'est bien d'être à la maison, ça dépote, mais moi ça me donne pas de sens. Donc ça, faisons attention, nous, à pas l'oublier, nous qui nous sommes dit à un moment, oh là, le télétravail, tout ça, productivité, ça va dépoter, parce que ça nous a tous traversé l'esprit. N'oublions pas que se voir, et se voir en vrai, et comme aujourd'hui, c'est aussi pour ça qu'on l'a fait, se voir en vrai, c'est quand même vachement plus sympa, et c'est de là que des idées nouvelles naissent. L'homme seul produit une tâche, mais c'est le groupe qui produit une idée. Et puis enfin, ah pardon, il y avait ça dans la devanture du magasin, être ensemble, pourquoi on en a tant besoin? C'était à côté de Envie d'ailleurs et de Faites Fortune. Dans son ouvrage, Amy Edmondson a insisté sur le sens du travail et sur le fait que ce qui était majeur, c'était l'impact de la contribution de chacun sur ce qu'il faisait. Et à un moment, pour que chacun ait conscience de l'impact, il y a quand même une question, c'est quoi mes objectifs? Et Amy Edmondson nous dit, dans les facteurs de sécurité psychologique, le premier sujet, c'est des objectifs clairs. Des objectifs clairs. Le deuxième sujet, c'est quels sont mes résultats? Moi, je veux connaître le résultat de ce que je produis. Le troisième sujet, c'est je veux des conditions de travail dans lesquelles je peux exprimer le meilleur de ma compétence, je peux donner le meilleur, parce que si je suis bon et qu'on me fait travailler dans des conditions lamentables, pour moi, ça n'a pas de sens, parce que je ne peux pas donner le meilleur. Donc tout ça, ça nous rappelle ce que certains appellent l'excellence opérationnelle, le côté plus rationaliste, plus hard de la chose, mais à un moment, le sens, ce n'est pas juste l'émotion et la raison. Le sens, c'est un certain nombre d'outils qui garantissent aussi la sécurité psychologique des collaborateurs. Alors, on a tous besoin de formules pour se souvenir des choses. Et je me disais tout à l'heure, en voyant monsieur avec ses équations, il faut un sacré quotient intellectuel pour intégrer toutes ces données sociétales et pour se dire comment je manage l'entreprise. Et moi, je vous proposerais de retenir 4 quotients, plutôt qu'un. Le quotient passionnel, oui, il faut donner de la passion. Le quotient
émotionnel, qui est la dimension souvent oubliée, le quotient artériel, qui consistera à faire circuler le sang dans l'entreprise par le collectif, et puis le quotient opérationnel, qu'on a tous en tête, mais qui est une nécessité en équilibre avec les quatre.